Dans l'industrie musicale, il y a des secrets bien gardés. Des histoires que l'on préfère garder dans l'ombre. Parce que derrière certains des plus grands succès se cachent parfois des talents invisibles, des créateurs dont le travail reste dans l'ombre, soigneusement dissimulés par les artistes qui sont sur le devant de la scène. Ces artistes, que l'on appelle souvent des ghostwriters ou des auteurs fantômes, jouent un rôle important dans l'industrie musicale, mais pour autant, ils ne reçoivent jamais les honneurs pour leur travail. Dans cette vidéo, tu l'as compris, on va découvrir l'une de ces collaborations secrètes en se concentrant sur l'un des plus grands noms de la scène musicale, Drake. Parce que derrière son image de rappeur et chanteur à succès, se cache l'histoire d'un créateur discret qui a façonné certains des plus grands hits. Alors voici l'histoire mystérieuse du ghostwriter de Drake. Drake, ce nom, tout le monde le connaît. Il est devenu l'une des figures les plus populaires de la musique de notre époque, et ça notamment grâce à certains gros hits. Ces morceaux, très connus, qui ont dominé les charts pendant longtemps, ont fait de lui une superstar, dépassant largement les frontières du hip-hop. Mais derrière tous ces hits qui nous ont probablement déjà fait danser en soirée, très peu savent réellement d'où vient Drake. Ou je devrais dire plutôt Aubrey Drake Graham. Avant les trophées, les collaborations avec des artistes comme Rihanna, Future et Travis Scott, et avant de remplir des stades avec ses tournées spectaculaires, absolument rien ne prédisait Drake à devenir le roi du hip-hop. Loin de là. Né le 24 octobre 1986 à Toronto, au Canada, Drake a grandi à la croisée de deux cultures très différentes. Son père était un batteur afro-américain originaire de Memphis, et sa mère, quant à elle, était une Canadienne d'origine juive qui enseignait l'anglais et travaillait comme fleuriste. Mais malgré toutes ces fleurs, tout n'a pas toujours été rose dans l'enfance de Drake. Ses parents divorcent lorsqu'il a seulement 5 ans, et après leur séparation, Drake reste à Toronto avec sa mère, tandis que son père retourne à Memphis où il passe plusieurs années en prison pour des affaires liées à la drogue. Pendant ce temps-là, Drake s'intéresse beaucoup au sport national du Canada, le hockey. Ce sport, il va le pratiquer pendant toute son enfance, mais bien qu'il soit un ailier droit prometteur, sa carrière sur glace prendra fin soudainement à cause d'une grave blessure au cou, et sa vie prendra alors un deuxième tournant en 2000 quand Drake déménage avec sa mère à Forest Hill, un quartier bien plus aisé de Toronto, mais pourtant leur situation financière reste assez précaire. Ils vivent dans une maison divisée en deux, sa mère occupe le rez-de-chaussée, tandis que lui habite le sous-sol. En plus de tout ça, à l'école, il subit des moqueries pendant des années à cause de son origine mixte et de sa religion juive. Mais contre toute attente, à ce moment-là, sa passion pour la scène va soudainement prendre le dessus. Il fait alors ses premiers pas dans le monde du spectacle, et ça jusqu'à obtenir un rôle dans la série canadienne Degrassi. Il interprétait alors un certain Jimmy Brooks, un ado au cœur brisé, et autant dire qu'il était encore bien loin de l'image du rappeur sûr de lui. Pourtant, c'est bien ce parcours qui va finir par faire sa force. Et quand il va décider du jour au lendemain à quitter la série pour se consacrer pleinement à la musique, beaucoup vont le sous-estimer. Mais Drake, fidèle à lui-même, avait un plan et il savait très bien ce qu'il faisait. Ses débuts dans la musique ont montré qu'il avait du talent, mais surtout une approche unique. Il mélangeait rap et chant en y ajoutant une dose d'émotion que peu de rappeurs de l'époque osaient afficher. Et c'est ce qui a fait de lui une vraie star. Au fil des années, Drake est devenu bien plus qu'un simple rappeur, et ses textes, souvent personnels, plongent dans ses émotions, ses expériences et ses relations, ce qui a fini par créer une connexion unique avec ses fans. Il n'hésite pas à se dévoiler, à parler de ses doutes, de ses réussites comme de ses échecs, en abordant des sujets universels. C'est tout ça qui lui a permis de percer dans le milieu du rap. Bref, après ses débuts réussis et ses premiers projets, Drake devient rapidement une superstar. Son album Take Care fera tomber les murs du hip-hop en l'ouvrant à des sons plus mélodiques, influencés par son ami The Weeknd, avec qui il partage plusieurs morceaux. Mais comme tout succès rapide, celui de Drake n'est pas sans controverse. Que ce soit dans le monde de la pop ou du R&B, il est tout à fait courant et accepté qu'une équipe entière participe à l'écriture des paroles d'un artiste. Après tout, c'est la performance qui compte. Mais par contre, dans le rap, les règles sont très différentes. Parce que le hip-hop est bâti sur une idée presque sacrée, celle de l'authenticité. Écrire ses propres textes, c'est en quelque sorte prouver qu'on est légitime. C'est une question de crédibilité et de prouver que ce qu'on raconte dans ces textes, on l'a réellement vécu. Imaginez-vous un peu si des rumeurs commençaient à circuler, des rumeurs disant que Drake, l'homme qui dominait les charts et qui régnait sur l'industrie musicale, pourrait ne pas écrire toutes ses chansons lui-même. Ce serait assez dingue. Eh ben c'est exactement ce qui s'est passé. En plus de ces rumeurs, à cette période, il sort des morceaux comme Started from the Bottom, où Drake se vend comme un homme qui a tout construit de ses propres mains. Mais derrière ce discours d'authenticité, certains voient l'ombre d'autres artistes qui pourraient avoir influencé ses créations. Et dans une industrie où tout est basé sur l'image et la performance, qu'est-ce qui compte vraiment ?
l'authenticité ou le succès. En 2015, le rappeur Meek Mill, qui était un peu vexé que Drake n'ait pas soutenu son album sur Twitter, a décidé de balancer un tweet incendiaire accusant Drake de ne pas écrire ses propres textes. Et là, immédiatement, l'alerte rouge s'est mise en marche. Dans ses tweets, Meek Mill suggère que Drake utilise un ghostwriter, un auteur fantôme, qui rédige toutes les paroles des chansons de Drake. Il a même ajouté qu'il n'aurait jamais invité Drake sur son album s'il avait su cette histoire bien avant. Évidemment, ça a enflammé les réseaux sociaux et le nom qui a émergé dans toute cette histoire était celui de Quentin Miller, et là, c'était l'effet domino. Drake, la superstar incontestée du rap, était censé incarner l'authenticité et l'intégrité dans un genre qui met en avant l'écriture personnelle et l'expression individuelle. Et si, en effet, des morceaux écrits par un autre gars avaient fait irruption dans les chansons de Drake, cela briserait un petit peu ce mythe de rappeur solitaire. Et suite à cette révélation, la carrière de Quentin Miller, jusqu'alors relativement secrète, prend un virage inattendu. Pour remettre en contexte, Quentin Miller était un jeune américain qui a commencé à écrire des textes de rap dans son adolescence tout en étant scolarisé à domicile. À 21 ans, il signe son premier contrat avec Epic Records, mais après seulement 3 mois chez eux, il est abandonné par la maison de disques qui estime qu'il ne possède pas le charisme nécessaire pour briller au plus haut niveau. Il se retrouve alors sans diplôme, sans travail stable et avec un avenir plus qu'incertain. Avec l'arrivée de sa fille, il se résout à travailler chez Publix, une chaîne de supermarchés pour nourrir sa famille. Parallèlement à ça, il continue à rêver de musique, travaillant sur ses projets en secret. Et un jour, ses contacts avec des proches de Drake changent la donne. Ils adorent son écriture et commencent à lui envoyer des beats, des productions, et Quentin se met alors tout logiquement à bosser sur des textes pour eux. Et ça, jusqu'au moment où il envoie sa propre version de la chanson 10 Bands à l'équipe de Drake, et là, tout prend sens. Parce que le morceau en question arrivera comme ça aux oreilles de Drake, qui était alors au sommet de sa carrière. Drake décide alors de reprendre ce morceau pour lui, et Quentin se retrouve comme ça dans une situation qui va totalement lui échapper. 50 bands, 100 bands, fuck it, man. Trying to run through the budget, man, on G. 10 bands, 50 bands, 100 bands, fuck it, man. Let's just not even discuss it, man, OMG. Quentin est bien sûr honoré de faire partie de l'album de Drake, mais à sa sortie, les choses se compliqueront un petit peu pour lui. Parce que quand Meek Mill dévoilera la vérité derrière ce morceau, Quentin deviendra soudainement l'emblème d'un secret bien gardé de l'industrie musicale, le ghostwriting. Et si vous pensiez que ce scandale aurait ouvert la voie à une meilleure vie pour Quentin, eh ben vous vous trompez complètement. Au lieu de profiter d'une vie plus confortable ou d'une certaine liberté financière, il a connu l'une des plus grandes chutes de carrière possibles. Alors que Quentin tentait d'expliquer son rôle sur les réseaux sociaux, certains fans n'y comprenaient plus rien et ont commencé à se moquer de lui en ligne. Malgré ça, il refuse de se cacher dans l'ombre et il assume son rôle en parlant d'une simple collaboration avec Drake. Un travail à 4 mains où il partage ses idées avec l'artiste, mais où au final, c'est bien Drake qui prend la scène. Pourtant, malgré toutes ces explications, la situation va prendre une tournure encore plus violente. Parce qu'en essayant de protéger son image et celle de Drake, Quentin se retrouve cette fois-ci au cœur d'une altercation physique. Lors d'un événement à Los Angeles, Meek Mill, incité par sa petite amie qui était Nicki Minaj à l'époque, attaque Quentin Miller avec son équipe dans un magasin Nike. Quentin finit alors à l'hôpital en étant à la fois blessé et humilié. Et pour couronner le tout, Drake, qui l'avait encouragé à défendre leur collaboration, a fini par carrément l'ignorer. Et oui, il a aussi dû amputer sa jambe à cette période-là, mais je vous rassure, tout ça, ça n'a rien à voir avec notre histoire. Enfin, je crois. Pour les curieux d'entre nous, c'était simplement dû à un accident de voiture. Bref, Quentin se sent alors trahi par celui qu'il avait soutenu pendant tout ce temps. Et malheureusement, après cela, les opportunités pour Quentin Miller deviennent de plus en plus rares. Lui qui espérait que la reconnaissance de son travail avec Drake lui ouvrait des portes, a été littéralement blacklisté de l'industrie. Les labels n'ont plus voulu lui donner une chance, pensant qu'il était mieux pour lui de rester dans l'ombre des grands noms du rap. Mais finalement, après quelques semaines, voire quelques mois de recherche, Quentin a fini par trouver quelques jobs par-ci par-là pour des artistes assez reconnus, dont certains grands noms comme Nas et Big Sean. I've been still writing for people ever since. You know, I done work with Nas, Big Sean. Après la diffusion de cette interview, une partie des fans du rappeur Nas se sont déchaînés. Certains ont carrément remis en question tout le catalogue de Nas, tandis que d'autres ont encore trouvé le moyen de se moquer de Quentin Miller parce qu'il a osé mentionner le fait qu'il avait travaillé avec Nas, une légende reconnue comme l'un des plus grands rappeurs, et surtout avec l'une des meilleures plumes du hip-hop. L'affaire a tellement pris de l'ampleur que l'équipe de Nas a dû appeler Quentin pour lui dire de mettre les choses au clair, et très vite. Quentin s'est alors exprimé et il a donné sa version des faits sur les réseaux sociaux. I just so happened to have had a situation with the biggest artist in the world, and it turned into a whole fucking ghostwriting scandal, and now I am the ghost.
Now, anytime people work with me, it's like I'm supposed to be a ghost. But I'm not a fucking ghost. You don't make money being a ghost. They don't pay you. Artists don't give a fuck if you have money or not. They do not pay you. So if you don't get paid, and you can't even get the clout from being a part of this shit to get opportunities to get paid, why would I want to be a fucking ghost? Let me say this right now. Quentin Miller is not a ghostwriter. Bref, aujourd'hui, Quentin Miller essaie toujours de poursuivre sa carrière malgré les difficultés qu'il a traversées. Et même si son nom est toujours associé à son passé avec Drake, il garde espoir parce qu'au fond, il sait qu'il est un vrai rappeur capable d'écrire des hits. Du côté de Drake, on ne s'est pas contenté de rester silencieux. À l'époque, c'est son producteur qui a d'abord répondu sur Twitter avec un discours sur la manière dont il avait travaillé avec Drake sans relâche pendant des milliers d'heures, en précisant bien que Quentin Miller n'avait travaillé que sur une toute petite partie du projet. C'est une distinction importante, mais qui pourtant ne vont pas calmer les choses. Parce que même si dans ce cas précis, Drake ne se contentait pas de reprendre les textes de A à Z, les accusations de Meek Mill avaient fait naître une polémique énorme et la machine était déjà en marche. Drake a alors réagi avec la subtilité qu'on lui connaît. Plutôt que de nier ou de confirmer directement les accusations, il choisit de répondre en chanson avec des morceaux qui deviennent alors des classiques instantanés du genre. Wow, I'm honored that you think this is staged. I'm flattered, man, in fact, I'm amazed. Trigger fingers turn to Twitter fingers. Yeah, you getting bodied by a singing nigga. Mais si dans sa musique, Drake attaque violemment Meek Mill, il ne nie pas pour autant l'implication de Quentin Miller dans l'écriture de ses paroles. Au contraire, il va alors transformer cette polémique en preuve de sa domination sur le rap. Le morceau Back to Back en particulier est devenu une réponse percutante non seulement à Meek, mais aussi à toute la scène du rap qui doute de lui. Ce n'est pas tant une défense de sa pureté d'auteur, mais plutôt une réaffirmation de son statut. Il dit en gros qu'avec sa popularité et ses millions d'albums vendus, les autres rappeurs n'ont pas grand-chose à lui apprendre. Et en prenant cette voie, on peut dire que Drake redéfinit les règles du jeu. Pour lui, ce qui compte, ce n'est pas qui écrit ses paroles, mais surtout comment l'artiste interprète et incarne ses paroles. Et tout le monde semble d'accord sur une chose, peu importe s'il écrit ses propres textes ou non, il reste celui qui domine dans son domaine. Dans toute cette histoire, Meek Mill a non seulement piétiné la carrière de Quentin Miller, mais il a aussi laissé des séquelles qui allaient se faire sentir pendant des années, à tel point que Drake le mentionnera encore en 2018. Au fil des années, Quentin n'a cessé de se battre contre cette réputation de ghostwriter que Meek Mill lui avait collée. Aujourd'hui, Quentin Miller est malheureusement toujours lié à Drake. Le pire dans tout ça, c'est que Meek Mill, après avoir causé tout ce chaos, est revenu en 2018 pour faire la paix avec Drake, unissant leurs forces pour la chanson Going Bad. Ce morceau sera leur premier tube ensemble après des années de clash. C'est une manière pour eux de clore un chapitre, de tourner la page sur une dispute devenue légendaire, mais au-delà de leur réconciliation, ce qui est réellement intéressant, c'est l'évolution du débat sur le ghostwriting. Parce que si à l'époque on parlait de trahison, aujourd'hui tout ça semble bien plus flou. Et malgré les critiques, Drake reste une star, et on retient surtout que cette histoire de ghostwriting sera probablement qu'un détail dans sa longue carrière. Derrière cette polémique, certaines questions intéressantes ont été posées. Pourquoi les ghostwriters, les auteurs fantômes, veulent-ils rester dans l'ombre? Eh bien, c'est assez simple, parce que dans le rap, l'image est la chose la plus importante. Et certains artistes ne veulent pas forcément qu'on sache qu'ils se sont fait aider en studio, même si en réalité la grande majorité du public se fiche complètement de savoir qui a écrit ces textes et qui ne les a pas écrits. Et la seule chose qui compte réellement, selon moi, c'est que l'artiste soit en adéquation, soit en accord avec ses propres valeurs. Et si on y réfléchit bien, écrire pour des superstars, ça a pas mal d'avantages. Pas de pression sur la scène, et même si ce n'a pas été le cas pour Quentin Miller, ils repartent souvent avec un gros chèque à la clé. D'un autre côté, il faut aussi savoir vivre avec le poids de l'anonymat, parce que écrire pour des stars sans jamais être mis sous les projecteurs, sans jamais être mis dans la lumière, ça peut être assez compliqué pour certaines personnes. En réalité, le ghostwriting, ce n'est pas du tout une nouveauté dans l'industrie musicale. But you come in with a verse where you say, I got a couple of mansions, but I still don't have any manners. You got a couple of ghostwriters, but to these kids, it don't actually matter. What the fuck happened to hip-hop? What's going on with hip-hop? People took that line and thought you were indirectly talking about Drake. What I'm telling you with these lines is, I don't know what's real and what's not at this point. You know what I'm saying? Because you hear shit about this rapper, that rapper, whatever. I'm telling you that I don't do it, never have, and never will.
If I ever need a ghostwriter, I need to just fucking put the mic down. You know what I'm saying? So that's my personal belief. As far as anybody out here that does use ghostwriters, that's fine. If that's what you do, that's fine. Bref, le ghostwriting dans le rap, c'est un sujet qui fait débat depuis très longtemps. Prenez Jay-Z ou Kanye West par exemple, ces géants du rap ont eux aussi fait appel à d'autres artistes. Ils ne sont pas tous derrière chaque ligne, chaque rime, chaque punchline, et je trouve que c'est tout à fait ok, tant qu'on l'assume par la suite. C'est aujourd'hui devenu une pratique généralisée, voire même nécessaire dans certains cas, pour maintenir la qualité d'un projet. Et dans un monde où l'album doit sortir à une vitesse folle et où la pression de la perfection pèse sur les épaules des artistes, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir de s'entourer des meilleurs pour affiner leurs chansons? Alors oui, certains puristes diront que le rap doit être authentique, brut et personnel, ce qui est un argument tout à fait valable, un argument avec lequel, personnellement, je suis plutôt d'accord. Mais d'un autre côté, si ce n'est pas le cas et que l'artiste n'écrit pas ses propres textes, et qu'il l'assume, je ne vois pas où est le problème. Parce que pour d'autres, ce qui compte avant tout, c'est la performance et surtout le message que l'artiste transmet. Et à ce jeu, Drake sait clairement comment s'imposer. Malgré la tempête autour de lui, son image ne vacille pas et ses fans ne l'ont pas abandonné. La preuve est que ses concerts sont toujours pleins à craquer et que ses albums continuent de rester en tête des charts. La leçon qu'on pourrait tirer de tout ça, c'est que dans le rap comme dans l'industrie musicale en général, l'authenticité ne se trouve pas uniquement dans les mots, mais aussi à travers l'émotion que l'artiste parvient à transmettre. Bon, moi je vous laisse, mais avant tout ça, je vous laisse écrire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Vous pouvez aussi évidemment mettre un petit j'aime, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle histoire. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah.